Lorsqu'on veut atteindre un bon niveau de performance dans une discipline sportive quelle qu'elle soit, l'équitation, la natation, etc., il faut s'entraîner encore. Il faut donc effectuer un entraînement sérieux. Pour un sujet présentant un syndrome cérébelleux, il est parfois aussi difficile de marcher avec un déambulateur que pour un sujet sain de faire du kitesurfing par un vent de force 7. Il faut donc que ce patient s'entraîne avec ténacité et persévérance. En fait, toutes les activités nécessaires à son autonomie, que ce soit la marche, l'habillage, l'utilisation des escaliers, etc., nécessitent un entraînement sérieux pour devenir efficace. Dans ces conditions, il n'est pas sage de perdre son temps avec des exercices placebo. Cet enfant de 8 ans présentait un syndrome cérébelleux ancien, non évolutif et chronique qui n'avait jamais été rééduqué. On le voit ici au cours de son premier séjour au centre de rééducation Pomponiana. Les mécanismes de récupération spontanée et de compensation naturelle ont déjà eu lieu. Donc, on peut penser que les progrès réalisés ultérieurement seront dus principalement à l'entraînement et à la rééducation. À ce stade, les chutes sont fréquentes, la station debout précaire avec élargissement du polygone de sustentation. L'équilibre est très instable. L'examen clinique met en évidence un syndrome cérébelleux classique, avec un tremblement que l'on peut voir aux épreuves du serment, du mendiant, de Barré et Minghesini. Une dysmétrie-hypermétrie mise en évidence par l'épreuve Douanet et talon-genou. Une asynergie qui se traduit par une décomposition des mouvements complexes, par une difficulté de regarder le plafond sans perdre l'équilibre et par une impossibilité de s'asseoir sans lever les jambes. Les mouvements alternatifs sont mal réalisés. On voit ici l'exemple des marionnettes. C'est la diadococinésie. L'épreuve de Stewart-Holmes est positive. La dyschronométrie au démarrage et à l'arrêt des mouvements est bien présente. Malgré cela, il devient progressivement autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne, habillage, toilette, repas, jeux, etc., qui constituent l'essentiel de la rééducation des membres supérieurs. Un déambulateur, un casque, des vêtements rembourrés aux genoux et de bonnes chaussures permettent une rééducation sérieuse de la marche par la méthode des essais et des erreurs et l'auto-organisation de ces mouvements. Un an plus tard, l'examen clinique montre que son syndrome cérébelleux n'a pas disparu. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison pour qu'il disparaisse un jour. En effet, la rééducation va améliorer son autonomie, ses apprentissages, ses programmes moteurs, mais ne change rien, bien sûr, en ce qui concerne ses lésions anatomiques cérébelleuses définitives. On voit ici les tests classiques pour un syndrome cérébelleux, par exemple l'arrêt du pédalage au commandement, pédalage qui est d'ailleurs très dysmétrique. La diadococinésie, les mouvements alternatifs, sont mal réalisés. L'épreuve de Stewart-Holmes est fortement positive. La marche est améliorée, mais reste ébrieuse.
Le malade a pour consigne de marcher sur le tapis, mais l'on voit que la titubation cérébelleuse l'entraîne à en sortir. Les chutes sont un peu moins fréquentes et sont mieux réalisées. Néanmoins, on reste prudent et le port du casque est tout de même utile. Les demi-tours sont encore larges et instables. À ce stade, la marche constituait l'essentiel de la rééducation et le patient faisait au moins 600 mètres par jour sous forme de promenade ou sous prétexte d'aller chercher des fleurs. La méthode des essais et des erreurs, l'auto-organisation du mouvement, sont encore une fois largement utilisées. La marche pieds nus que nous voyons ici est plus difficile que la marche avec de bonnes chaussures un peu rigides et montantes. Alors ça c'est un document. Voilà comment il se déplaçait chez lui avant toute tentative de rééducation, avec un grand polygone de sustentation et 4 membres d'appui. Cette marche de l'ours était très efficace et très rapide. Le voici au cours de son 3e et dernier séjour en centre de rééducation. Il avait 11 ans, c'était donc 3 ans après sa première tentative de rééducation. Grâce à un entraînement sérieux, il peut maintenant monter et descendre un petit trottoir et des escaliers aux marches larges et basses sans surveillance d'une tierce personne et sans danger. En effet, dès que le risque de chute incontrôlée n'existe plus, le rééducateur doit s'éloigner de son patient pour qu'il prenne confiance en lui-même. Le patient a tellement progressé que le casque n'est plus nécessaire à ce stade. Cette rééducation purement fonctionnelle prend beaucoup de temps. Il faut du travail pour rentrer dans la mémoire gestuelle du patient les programmes moteurs, les apprentissages nécessaires à son autonomie. De ce fait, il faut sélectionner les activités et éliminer les activités non fonctionnelles et non ludiques qui constituent une perte de temps en rééducation. La course sera entraînée au départ dans l'herbe, car les chutes incontrôlées sont encore possibles à cette vitesse. Les exercices doivent être toujours un peu difficiles. S'ils sont trop difficiles, c'est le découragement, mais s'ils ne le sont pas assez, c'est la démotivation. À ce stade, le patient devait marcher plus d'1 kilomètre par jour en tout terrain pour maintenir un bon niveau de performance. Il est donc illusoire de vouloir faire toute la rééducation enfermée dans une salle de kinésithérapie. Il faut savoir agrémenter la rééducation d'exercices amusants comme l'escalade d'un petit muret, ce qui permet d'entretenir un bon niveau de motivation. On demande à l'enfant de rester debout avec les pieds joints le plus longtemps possible. On compte à haute voix, on chronomètre donc à haute voix la performance, c'est ce qu'on appelle la connaissance des résultats extemporanés, et l'on voit que des progrès sont encore souhaitables. Il est capital pour le rééducateur de bien connaître son patient. Par exemple, pour faire la différence entre les marches larges et basses que le patient peut et doit monter seul et les marches hautes et étroites pour lesquelles la présence d'un rééducateur placé en aval pour assurer la sécurité est toujours indispensable. Un dernier exercice de fin de progression, marcher à reculons, un pied dans le bac à sable, un pied dans les gravillons. Le but de cet exercice ludique, aller le plus loin possible sans chuter et battre la performance de la veille.